merci beaucoup à nouveau pour l'opportunité de parler autour de ton travail. Pourrais-tu me raconter quel est ton parcours entre Haïti et la France? Bon, déjà, merci Amanda pour ce dialogue que je suis content de faire avec toi. Moi, je suis né en Haïti, donc en 1994. J'ai grandi là-bas. Euh, Enfin, j'ai grandi à la campagne en Haïti et vers 11 ans, je suis allé à Port-au-Prince, dans la capitale haïtienne. Et c'est là que j'ai passé mon adolescence, ma jeunesse. Et c'est là aussi que j'ai fait la rencontre de l'écriture, des mots, qui s'est d'abord passé par le rap. J'en écoutais beaucoup et ça m'a amené à écrire. Et ensuite, j'ai découvert aussi les livres et j'étais vraiment plongé dans ce monde-là. J'ai fait beaucoup de scènes au début. Donc je me présentais dans des soirées, sur des scènes pour dire mes textes, les lire. Du coup, voilà, c'est l'écriture en fait qui m'a amené un peu plus tard en France. Parce que quand j'ai publié mon premier livre en 2015, j'ai été par la suite invité ici pour des résidences ou des rencontres, des lectures. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir en France. Au début, je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc voilà, je venais, je faisais les choses ici et après je rentrais chez moi à Port-au-Prince. Et à force de sollicitations, à force d'activités autour de mon travail, ici, j'ai fini par m'installer euh, ici pour éviter les 14 heures d'avion de temps en temps. Euh, Mhm. donc voilà. Merci. Et tu as dit que tu as commencé d'abord pour le rap, le hip-hop, le slam, et après tu as tourné vers l'écriture. Tu peux me raconter un peu plus comment est-ce que tu fais le passage de, du rap qui c'est plutôt de l'oralité à l'expression écrite? J'avais 11 ans quand je suis arrivé à Port-au-Prince et j'habitais dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Et en fait, j'étais fasciné par quelque chose parce que c'était un peu l'âge d'or du rap en Haïti, genre vraiment le moment explosif de ce mouvement. Et en fait, c'était des jeunes des quartiers populaires comme moi, en fait, que je voyais tout à coup au devant de la scène. Donc, enfin, ça avait attiré mon attention parce que ils avaient un peu inversé la logique de la société. Parce que le rap, enfin, c'est une forme artistique qui est un peu discriminée. Et, et en fait, ces jeunes avaient réussi à attirer l'attention de toute la société avec ça. Je crois que ça m'avait envoyé une sorte de message, si je peux dire. Et aussi, ce qu'ils racontaient dans leurs textes faisait résonance à ma condition sociale. Du coup, ouais, je me suis autorisé par là aussi à écrire. Donc, bon, c'était pas forcément sérieux au début. Euh, C'était juste voilà, une fascination et je prenais ça comme un jeu. Donc, je partageais ces textes avec des copains à l'école ou dans mon quartier. Et, et un peu plus tard, il y a des profs qui ont découvert enfin, ce que je faisais dans leurs cours et qui m'ont amené vers les livres. Du coup, je vais, pour moi, c'est une continuité, c'est-à-dire la poésie, elle était déjà là, hein, enfin, dans, dans le rap, et je vais la découvrir aussi dans les livres. Et donc, ça va faire une sorte de mélange et quelque chose qui va aussi augmenter ma passion, mon intérêt pour l'écriture poétique. Du coup,
voilà, quand j'écrivais mes textes, je passais directement à la scène. Je faisais, voilà, je faisais de la scène avec mes textes et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'a permis aussi de me reconnecter avec une partie de mon enfance parce qu'en Haïti, les jeux qu'on faisait quand on était enfant sont traversés par des chants, sont traversés par la parole, par le rythme, par la musique. Et du coup, j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Et, euh, et la scène m'a permis aussi de m'affirmer, en fait. Pour moi, je le prends, c'est comme on écrit quelque chose et on se présente pour le dire, on l'assume directement devant un public. Et ouais, pour moi, ça prend une autre force. Ça permet aussi de, comme palper la chair des mots, euh, les donner à entendre autrement. Et du coup, moi, j'ai toujours gardé ce double héritage entre la musique d'un côté et les livres d'un autre côté. Et jusqu'à présent, j'essaye toujours de mettre en avant ces références parce qu'il n'y a pas... Enfin, pour moi, c'est des enveloppes différentes, mais la matière reste la même. La matière, c'est les mots, c'est la poésie. Et ça peut prendre l'enveloppe de l'oralité, tout comme ça peut prendre l'enveloppe du livre. Donc aujourd'hui, autant je peux citer Césaire, je cite Tupac, je cite Romain Gary, je cite Mahmoud Darwich, mais aussi je cite Kendrick Lamar. Et dans l'atelier du silence, tu poses comme épigraphe un vers de Rainer Kunz qui dit le silence amoncelle autour de moi, terre pour les poèmes. Et la citation me fait penser au silence comme le lieu ou le matériel à partir duquel les poèmes se travaillent dans l'atelier. Et bon, ça m'intéresse beaucoup, ces rapports entre silence et poème, ou le silence comme le territoire d'émergence du poème. Tu peux me raconter un peu plus sur ces rapports? Comment est-ce que tu le penses? Quelle est ton expérience de ces rapports? Hum, L'histoire, c'est que pour moi, j'ai commencé à exister vraiment à partir du moment où j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire, moi, je vois écrire dans le sens de prendre la parole et exister. C'est-à-dire, quand on écrit, pour moi, ça donne un certain pouvoir sur le monde parce parce que c'est nous qui allons décider de ce qu'on dit et comment on le dit. Et, et voilà, la place de la parole est du coup très importante pour moi. Enfin, dans tout mon travail, pas seulement dans ce recueil, dans tout mon travail, il y a toujours des voix, des personnages qui se débattent avec des ombres, avec le silence et qui essayent de prendre la parole pour exister. C'est comme si euh, ils étaient dans dans un néant ou voilà, dans des abysses et que la parole était une échelle et ils vont gravir peu à peu et prendre de la hauteur et comme ça acquérir un certain pouvoir sur les choses. Euh, du coup, voilà, je m'inscris dans cette démarche-là. Mais dans ce recueil, Atelier du silence, j'ai essayé de traverser le silence dans plusieurs angles, c'est-à-dire à la fois comme le silence comme parole empêchée, mais aussi comme résistance par rapport au vacarme du monde, par rapport à un certain bruit, je peux dire polluant du monde. Et après, il y a plein de choses qui nourrissent ce recueil. Euh,
il y a le fait que j'ai vécu longtemps à Port-au-Prince, c'est une ville très très bruyante. Donc je me nourris de cette musique-là et en même temps j'ai parfois envie de, de l'affronter et de trouver à l'intérieur du poème ce silence qui apaise. Donc voilà, il y a les deux côtés. Mhm, mhm. Et on trouve une dimension fortement politique dans tes poèmes. Comment est-ce que tu penses le rapport entre politique et poésie ou écriture? En fait, je décide pas d'écrire de manière politique ou d'avoir une parole politique. Moi, je dis toujours que je suis un citoyen avant d'être un poète. Je suis un corps qui vit dans une société et qui est traversé par un certain nombre de choses. Donc ce corps-là, il reçoit des blessures sociales, des injustices et des violences. Et donc l'expérience de ce corps, j'essaye de puiser là-dedans pour voir ce qu'elle traduit euh, au niveau social et politique. En fait, c'est puiser dans le parcours de ce corps que je suis. Qu'est-ce que ça raconte sur notre société, sur notre monde. Donc, c'est pas moi qui vais décider vraiment d'écrire quelque chose de politique, mais voilà, la personne que je suis avec ces expériences sociales est indissociable du politique, en fait. Donc je ne peux pas écrire en dehors de ce corps-là qui est traversé par beaucoup d'injustices sociales et de violence. Ça me fait penser à Franck Etienne, un écrivain haïtien, qui disait on ne pourra jamais écrire au-delà de ce qu'on a vécu. Euh, et moi, c'est ce qui m'amène à écrire. Et même pour l'écriture, je n'ai pas décidé d'écrire vraiment. Je crois que c'est un besoin viscéral, charnel. C'est en fait, c'est très physique pour moi, c'est très organique. C'est-à-dire, c'est une réaction du corps. C'est comme une transpiration. Donc, il y a toute la chaleur du monde autour de moi et je transpire. Et c'est les mots qui sortent. Et Rhapsodie rouge, ton livre, et c'est un peu différent que Nous chemin dans la peau, que Saignante 30, c'est différent aussi qu'Atelier du silence aux Petites fleurs du ghetto, qui sont les autres livres que j'ai pu lire. Et, et pourquoi c'est différent? Parce qu'il est composé avec, selon ma lecture, deux voix et avec deux actes ou deux chapitres, on pourrait dire. Et comment est-ce que tu as pensé la composition de ce livre? En fait, à chaque fois que je compose un livre, j'essaie toujours de me renouveler, c'est-à-dire trouver une nouvelle forme, une nouvelle démarche. Et c'est pourquoi Rhapsodie Rouge est vraiment construite de manière très différente des autres recueils. Il y a cette idée d'un personnage qui traverse le texte. Voilà, ça c'est un peu nouveau. Et puis j'aime bien travailler sur les voix en fait, enfin des personnages qui sont que des voix qui n'existent pas forcément physiquement, mais j'aime bien l'idée de la voix. Et donc dans ce recueil, il y a vraiment deux voix qui s'entrecroisent. Et je cherchais aussi à m'écarter le plus de moi-même en créant ce personnage. Donc c'est un portrait, mais qui est... Enfin, en fait, c'est une figure
dont je fais moi-même le portrait dans une partie du livre et s'entrecroise avec ça un autoportrait de cette même voix, en fait. Donc il y avait cette idée de m'écarter le plus de moi-même pour créer ces deux voix. Raconte-moi comment est-ce que c'est ton rapport avec le monde éditorial, la publication. Et comment est-ce que tu es arrivé à publier quelque chose? Et quand tu as un projet, un manuscrit, comment est-ce que tu arrives à éventuellement à le publier? Euh, Toutes mes aventures éditoriales ont commencé un peu de manière particulière. Mon premier recueil, La Petite Fleur du Ghetto, en fait, je l'avais envoyé pour un prix qui est sur manuscrit et j'avais eu la mention spéciale du prix et on m'a publié comme ça dans une petite maison en Haïti. Mon deuxième recueil, c'était un peu pareil. Il y a le prix de la vocation, qui est un prix sur manuscrit aussi. Et, et quand on a le prix, on est publié par une maison d'édition. Donc Chêne, c'est comme ça que je suis entré chez Chêne. Après, pour les autres recueils, comme j'ai commencé à travailler avec Chêne, donc je leur propose les manuscrits à chaque fois et puis j'attends si ça les intéresse de travailler avec moi et puis on continue. Et il y a peut-être une, une publication qui est un peu différente en ce sens, mais qui concerne mon roman. J'ai publié un roman cette année chez Actes Sud. Et c'était par la poste. J'avais envoyé mon manuscrit chez cette maison d'édition. Et puis, il y a une éditrice qui voulait bien travailler avec moi. Donc voilà. Merci. Contre les murs, ivres d'éclat, chute le soleil, non brisé de la fleur. Cœur qui tremble est plus lourd que l'attente du marin. Arrogante prière au vide que de battre ses ailes, mais que vaut-il d'être debout quand traîne la lumière au sol? Par devoir d'insomnie ou nécessaire chanson de chair, la nuit cassée à corps battant de noctambule, surgit l'aube des chênes, bleu comptant la cause des vagues, tel secret de pluie, quelle longue route, l'espoir. Contra los muros, ebrios de resplandores, cae el sol, nombre quebrado de la flor. El corazón que tiembla es más pesado que la espera del marino. Arrogante plegaria al vacío al batir sus alas. Pero, ¿qué vale estar de pie cuando cae cuando la luz se arrastra en el suelo? Por deber de insomnio o necesario canto de carne, la noche rota por el cuerpo agitado de los noctámbulos. Surge el alba de las cadenas, azul contando el trayecto de las olas. Cuál secreto la lluvia, qué larga ruta la esperanza. Calcul de la distance entre ma mère et le poème. Sur la tempe, géante pierre. Couchée, elle paraît long sommeil et aucun effort ne révélera le contraire. Debout, fait porte, mais la poussant, on découvre un feu épais, passage absent. Qui saurait l'écarter, l'écarteler, la briser, la soulever peut-être tout simplement pour attraper verbe? Je pense à tant d'armes. Laurier lame, bougainvillier marteau, ciel bulldozer, soleil tracteur, chrysanthème scie, frangipane rapine, aube pelle, printemps râteau, tournesol hache, hirondelle grue, mimosa pince.
tourne l'aiguille, sur sève pour la poussière, chemin esquissé ou toujours entrouvert, l'alphabet te fait croire dérober le silence. Longtemps sous mes gestes, les instruments rassemblés, la phrase demeure musique enterrée. Mots mes témoins, au jour naissant je promets poème incomplet, jusqu'à ce que ma mère se retourne de l'au-delà. Cálculo de la distancia entre mi madre y el poema. Sobre la sien, piedra gigantesca. Acostada aparenta largo sueño y ningún esfuerzo revelará lo contrario. De pie una puerta, pero al empujarla se descubre un fuego espeso, pasaje ausente. ¿Quiénes sabrían apartarla, desmembrarla, romperla, quizás simplemente alzarla? Para atrapar verbo, pienso en tantas armas. Laurel cuchilla, bugambilia martillo, cielo bulldozer, sol tractor, crisantemo sierra, franchipán rapiña, alba pala, primavera rastrillo, girasol hacha, golondrina grúa, mimosa pinza. Gira la aguja, savia segura para el polvo. Camino esbozado donde el alfabeto, siempre entreabierto, te hace creer sustraer el silencio. Largo tiempo, los instrumentos reunidos bajo mis gestos. La frase permanece como música sepultada. Palabras, mis testigos. En el día naciente prometo un poema incompleto, hasta que mi madre regrese del más allá. Rhapsodie rouge. Rhapsodie, en décrochage scolaire, elle use sa matière grise à louer le pied de biche qui l'y porte. Pour licencier l'obscurité, mieux vaut peindre soi-même sa blancheur intérieure. Le pain de l'instruction viendra de ses fourneaux intimes. Elle en mangera sans se brûler les lèvres, sans se consumer les neurones. Rhapsodie. Dans un monde prosterné devant le bourreux, elle apprend à compter sur ses propres doigts pour donner la main à sa liberté. L'école détruit ses cahiers, sauf celle buissonnière où ses rêves se répandent à flots perdus. Rapsodia, en deserción escolar, usa su materia gris para alquilar la pata de cabra que la lleva. Para despedir la oscuridad, más vale pintar uno mismo su albor interior. El pan de la educación vendrá de sus hornos íntimos. Ella lo comerá sin quemarse los labios, sin consumir las neuronas. Rapsodia. En un mundo inclinado ante lo fangoso, aprende a contar con sus dedos para darle la mano a su libertad. La escuela destruye sus cuadernos, salvo aquel de hacer la cimarra, donde sus sueños se derraman y extravían. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai bien aimé les entendre en espagnol. Merci.